Bonsoir à tous. On va commencer, tant pis pour les retardataires. Je voulais d'abord vous remercier d'être venus ce soir pour écouter notre troisième conversation autour de l'exposition Femmes de tête, femmes esthètes. Cette conversation s'intitule L'art a-t-il un genre? Avant de présenter nos invités, j'aimerais dire juste quelques mots sur le lieu d'exposition où vous êtes ce soir et sur l'exposition et ce projet qui nous tient à cœur depuis un moment. La vitrine AM, en fait, c'est le premier lieu d'exposition, un lieu culturel d'exposition en France qui montre les expériences entre l'art contemporain et les marques. Ça a été ouvert il y a 3 ans par l'agence de communication L'Art en Direct qui, depuis 25 ans, en fait, se milite pour que ces deux mondes, l'art contemporain et l'entreprise, se rencontrent et essaye de sortir des expériences enrichissantes pour l'art et pour l'entreprise. Cette année, dans le cadre de la programmation de la vitrine AM, on a voulu donner la parole aux femmes. On a voulu... Bonsoir. On a voulu, on a voulu mettre en lumière les femmes d'entreprise, chefs d'entreprise, les femmes d'influence, décideuses. Et donc on a invité 12 femmes d'entreprise à montrer une pièce de leur collection. On a voulu savoir dans un premier temps comment l'art contemporain en fait les enrichissait professionnellement au quotidien. Donc ça, je pense qu'on a réussi à le comprendre. En revanche, on s'est heurté à plusieurs problèmes. Un, c'est que en fait, les femmes d'entreprise, les chefs d'entreprise, en France, il n'y en a pas beaucoup. Donc pour les trouver, c'était très 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 compliqué. 2, quand on les trouvait, on ne sait pas pourquoi, mais il y avait une forme de censure où elles ne voulaient pas se mettre en avant. Alors soit c'était collectionner pour elles, c'était quelque chose de péjoratif, ou elles ne voulaient pas montrer qu'elles avaient des passions en dehors de leur vie professionnelle, enfin plein de choses. Ce qui nous a amené en fait, et ce qui nous a poussé à faire un cycle de conversation sur des sujets qui sont finalement très très importants, qui sont la parité, la diversité, l'égalité, aussi bien dans le monde du travail que dans l'entreprise, que dans l'art contemporain. Et on a voulu inviter des gens en fait qui ont le même combat et qui depuis longtemps prennent la parole pour justement se poser la question de la visibilité de la femme. Donc ce soir en fait on va parler de est-ce que l'art a-t-il un genre? Et j'ai invité donc pour cette conversation Fabienne Dumont, qui est historienne de l'art, professeure à l'École européenne supérieure d'art de Bretagne et critique d'art. J'ai invité aussi Marie Robert, qui est conservatrice chargée de la collection des photographies du musée d'Orsay et qui est notamment à la commissaire d'exposition en ce moment de Qui a peur des femmes photographes. J'ai également invité Marie Daucher, aka Vincent David, on peut le dire, on peut vous présenter comme ça. Donc Marie Daucher, photographe plasticienne, engagée pour la liberté de création et activiste à la barre. Et Isabelle Alfonsi, qui va être médiatrice de cette conversation. Isabelle, qui est cofondatrice et créatrice de la galerie d'art Marcel Alix. Et je l'ai invitée en fait pour être médiatrice de cette conversation car elle connaît très 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 bien le sujet, puisque dans le cadre en fait d'une résidence à l'Institut français, elle a passé 2 mois à Berkeley sur les traces du féminisme radical. Donc merci beaucoup Isabelle en tout cas de prendre la parole et d'être la médiatrice de cette conversation. Merci Milly. Alors, je vous propose de commencer cette discussion peut-être par une question un peu ouverte qui me semble être le point commun entre vos différentes actions. J'ai l'impression que quand on commence à parler de ce sujet, de la place des femmes dans l'art, qui est maintenant un sujet quand même récurrent depuis de très nombreuses années, mais qu'on est toujours obligé de reposer, de continuer à poser encore et encore, on se pose toujours la question de que faire. Donc on peut avoir une activité qui serait de l'ordre statistique, essayer de comprendre par des chiffres
le phénomène, mettre des chiffres sur la situation, avoir une activité d'ordre sociologique, essayer de comprendre ce qui se passe du point de vue de la sociologie, pourquoi les femmes à un moment n'accèdent pas au même poste, si on parle de l'entreprise, aux mêmes places que les hommes dans le monde de l'art par exemple. On peut aussi évoquer des aspects psychologiques, donc chacune d'entre nous se place à différents endroits pour essayer, un, de comprendre ce qui se passe, et deux, donc dans des questions plus activistes, donc apporter des réponses à ces questions par l'action. Et je crois que chacune d'entre vous répond à ces questionnements de façon différente. Donc je pensais qu'on pouvait commencer peut-être par Marie Robert, qui, dans son exposition qui apporte des femmes photographes, qui est en ce moment au musée d'Orsay, donc se prête à un exercice qui est difficile, qui est aussi contesté, qui est cet exercice de faire une exposition où sont exposées seulement des femmes artistes, alors là des femmes photographes, pour pallier finalement au fait qu'elles sont manquantes dans les expositions qui sont entre guillemets qui se veulent plus universelles, mais qui sont finalement des expositions qui essentiellement concernent des hommes. Donc ce que je voulais un peu vous poser comme question à chacune, c'est quel est le moment finalement où vous prenez chacune conscience de ce manquement, de cette absence des femmes, et donc la façon dont vous trouvez une réponse à ce manquement par Marie par exemple, par l'exposition. Comment vous considérez-vous, est-ce que vous vous considérez comme activiste à cet endroit-là? Quelle est la place de la politique dans vos fonctions, et vous là précisément au musée d'Orsay par exemple? Puis ensuite on donnera la parole à chacune. Question complexe et vaste en fait. Ce sujet, il m'a été proposé par mon directeur, Guy Cocheval, le directeur et président de l'établissement des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Et c'est vrai qu'au départ, l'idée nous paraissait saugrenue, puisqu'on est donc deux conservateurs au musée d'Orsay, chargés de la collection, et donc commissaire de cette exposition. Elle nous a semblé saugrenue, et puis en fait, très vite, d'abord on s'est aperçu que dire homme photographe, c'était complètement burlesque, mais femme photographe, ça va de soi, parce que la norme, c'est le masculin, c'est le photographe, et par définition, le photographe, mais plus largement l'artiste, on le conçoit comme masculin et non pas comme neutre. Et puis, au fur et à mesure de nos recherches, on s'est penché sur notre collection, donc la collection du musée d'Orsay, qui est une collection sublime, constituée de 50 000 objets, négatifs, tirages, autochromes, en tout genre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une collection qui est très bien connue, qui est documentée, qui est inventoriée. Et sur ces 50 000 objets, photographies, au maximum, il y a 100 objets réalisés par une femme. Pour dire l'immense déséquilibre qui existe dans cette collection, qui est pourtant une collection récente, puisqu'en fait elle a été créée ex nihilo dans les années 70-75 par une femme d'ailleurs, une femme conservatrice, Françoise Elbrun, qui a été à la tête de cet ensemble dès ses débuts et pendant 30 ans. Voilà, ça c'était le point de départ. Et puis donc je vais laisser la parole à mes collègues, amies et co-intervenantes. Mais ce que je voulais dire m'a échappé. Peut-être un petit mot sur le fait de choisir de faire une exposition seulement de femmes. Alors, bon, c'est une commande, et puis aussi on s'est dit, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de pouvoir voir dans quelle mesure cette production qu'on est en train de découvrir en France, à l'étranger, dans quelle mesure elle a des caractéristiques spécifiques. Est-ce qu'on peut effectivement considérer qu'il y a une production féminine? Voilà, les expositions qui sont présentées et à l'Orangerie et à Orsay tentent d'y répondre et considèrent qu'en fait il n'y a pas de vision à proprement
par les féminines. Il y a des contextes culturels, sociaux, politiques qui font qu'à certains moments, les femmes sont en fait cantonnées dans certains genres et dans certains territoires, mais que l'histoire de la photographie rejoint l'histoire des femmes, l'histoire sociale, et que au début du XXe siècle, d'une certaine manière, elle conquiert tous les territoires qui étaient jusque-là encore très masculins. Donc voilà où on en est dans cette exposition. Au départ, on avait envie justement de montrer donc, des œuvres aussi réalisées par des hommes au même moment, pour finalement aboutir à un fait, c'est que manifestement, les hommes aussi au XIXe siècle ont produit des images de maternité, ont fait de la botanique, se sont intéressés aussi à l'intimité, et que très clairement, il est impossible de déterminer le sexe d'une image en fait. Il y a un contexte, et c'est ce contexte-là aussi qu'on a voulu montrer dans l'exposition à travers une médiation importante, l'audio-guide, les cartels. Voilà, il nous a semblé très important de pouvoir accompagner aussi par du texte ces images. Donc il y a vraiment cette idée aussi derrière cette démarche d'opérer par l'histoire de l'art dans le musée d'Orsay, à laquelle le musée d'Orsay participe à écrire, donc de rattraper un peu une histoire perdue, enfin en tout cas un manque, un trou dans l'histoire qui correspond à la place de ces femmes qui sont pourtant connues. Enfin, quand on voit l'exposition, on se dit ah bah oui tiens, j'avais oublié que je connaissais tel et tel photographe, et donc on est comme ça dans je trouve dans un phénomène où on met côte à côte toutes ces femmes, et elles se rappellent à notre souvenir. Peut-être, est-ce que Fabienne, votre travail d'écriture, votre travail de critique d'art et d'historienne de l'art, dans les livres que vous avez publiés, et relève également de cette volonté donc non seulement de rattrapage, mais aussi de réécrire l'histoire, de sortir d'une façon d'écrire l'histoire qui était peut-être linéaire et tournée autour d'une lignée comme ça très masculine. Est-ce que vous vous inscrivez aussi parmi ces démarches féministes qui ont commencé dans les années 70, celle de Linda Nochlin par exemple, de réécriture de l'histoire? Alors oui, il y a effectivement cette volonté, en m'apercevant qu'il n'y avait rien en fait, et qu'on m'enseignait aussi une histoire de l'art qui était uniquement composée, ou quasiment uniquement composée d'hommes, la volonté, moi, d'aller chercher, de regarder ce qui se passait du côté des femmes, le fait qu'on me dise qu'il n'y avait rien à voir, alors ça aussi, ça c'est assez, il ne faut pas me dire ça, après moi je résiste, donc je vais voir, et donc j'ai reconstruit effectivement toutes ces années 70 françaises, pour lesquelles on disait il n'y a rien eu, il y a eu des collectifs, il y a eu des centaines, des milliers d'artistes qui travaillaient, donc évidemment c'est la volonté de reconstruire une histoire, et sachant qu'aujourd'hui beaucoup sont décédés, donc si on ne fait pas le travail nous maintenant, il y a effectivement ce sentiment d'urgence, que ça m'intéressait, ça continue à me passionner, et qu'il faut le faire parce que personne ne va le faire à notre place, et qu'ensuite si on veut reconstruire une histoire de l'art différente, c'est-à-dire si on veut réinclure et formater, repenser l'histoire de l'art pour qu'elle inclue d'emblée des femmes, qu'elle inclue toutes sortes de séries de personnes minorisées, qu'elle s'ouvre à une autre manière de réfléchir, à une autre manière de se penser et de se fabriquer, évidemment, il faut aussi pouvoir apporter toutes ces parties-là. Donc c'est vrai qu'il y a cette nécessité de construire séparément pour ensuite réfléchir à l'intérieur et conjointement les histoires. Et ça, effectivement, ça participe de cette volonté aussi de montrer et de dire que qu'il s'est passé des choses passionnantes, et que les femmes aussi ont travaillé et réfléchi aussi de manière passionnante, et avec cette idée que effectivement c'est pas quelque chose qui est sans contexte. Pour moi, j'ai toujours cette idée qu'on travaille, que les artistes travaillent enchâssés dans une histoire, enchâssés dans des problématiques politiques, sociales, que ça se fait à un moment, que ça se fait pas de la même manière à un autre. Et puis, je trouvais intéressant aussi dans l'expo Femmes photographes, c'était l'idée que
les femmes sont dans plein de registres différents. Elles ne sont pas forcément toutes résistantes, elles ne sont pas toutes forcément en train de photographier la guerre d'Espagne, mais il y en a qui sont aussi dans les dominations, qui sont du côté du nazisme, qui sont côté soviétique dans des problématiques aussi de dominante. Donc voilà, il y a aussi toute cette richesse et cette diversité qui fait qu'on ne peut pas dire qu'il y a une femme ou une féminité, mais qu'il y a divers positionnements qui viennent aussi des sexualités différentes, des classes sociales différentes, et que voilà, moi c'est aussi toutes ces articulations-là qui m'intéressent et qui motivent aussi cette idée de déconstruire l'histoire de l'art pour venir réenchasser, réarticuler plein d'autres problématiques identitaires à celles d'un positionnement social. Parce que c'est évidemment la question qu'on se pose quand on voit les expositions qui sont des expositions de femmes ou bien des anthologies de femmes, c'est qu'on se dit tiens, qu'est-ce qu'il y a en commun à tous ces gens mis à part leur sexe? Pas grand-chose finalement, donc c'est ce que vous dites, qu'on doit aller plus loin finalement, c'est qu'on ghettoise pour essayer de remettre dans l'universalisme, dans l'universalité peut-être plus que l'universalisme, de reconstruire l'histoire avec une diversité qui n'existe pas vraiment dans la façon dont elle est écrite jusqu'à présent. Justement, donc Marie Daucher, donc, quand vous avez interpellé Jean-Luc Monterosso donc sur votre blog Atlante et Cariatide, donc sous le nom, ce que je trouvais très intelligent de votre part, donc un nom masculin, non c'est vrai, d'avoir adopté un nom masculin pour faire ce blog et que vous m'expliquiez justement parce que dans ce blog, donc c'est un blog pour remettre un peu les choses en perspective, c'est un blog qui a été créé il y a à peu près 1 an, c'est ça ? Voilà, 1 an et demi, et c'est un blog qui fait beaucoup de décompte du nombre de femmes qui sont présentées dans les institutions et notamment dans les institutions qui présentent de la photographie. Je crois que c'est aussi évidemment votre intérêt premier, mais vous m'expliquez qu'en tant que femme photographe, vous ne vouliez pas avoir l'air d'être jugée partie, donc vous avez pris cette astuce qui était de vous présenter en tant qu'homme, et donc vous avez vu qu'on s'adressait à vous, donc on vous répondait sur votre blog d'une façon qui n'était pas celle que vous pouviez, dont vous pouviez témoigner en tant que femme dans vos activités, par exemple d'activiste à la barre. Donc qu'est-ce qui, pour vous, donc, a motivé cette prise de parole à travers ce blog? Ce qui l'a motivé, c'est que avant j'ai eu une autre vie, j'ai été chef d'entreprise et puis salariée, où je ne me suis pas vraiment confrontée au sexisme. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti. Et au moment où j'arrive dans la profession où j'ai toujours voulu travailler, là, je me confronte à ce sexisme. Et puis, mais bon, j'ai laissé faire. Et puis, il y a 1 an et demi, oui, j'étais énervée à une soirée parce que j'ai dit, voilà, il n'y a pas assez de femmes à la MEP, et puis que, du coup, ouais, t'exagères un petit peu. Et ça a été juste un petit coup d'eau qui a fait déborder, donc j'ai commencé à beaucoup compter. Et c'est vrai que, après, je me suis retrouvée avec énormément de chiffres. En même temps, j'ai été beaucoup écouter des sociologues, j'ai beaucoup lu. J'ai acquis de façon très gourmande et j'ai beaucoup lu, beaucoup appris. Et puis je me suis retrouvée avec cette masse d'informations et je me suis dit effectivement, je vais créer un blog et je vais interpeller celui qui, à mon avis, avec d'autres, invisibilise les femmes depuis très longtemps, qui est donc le directeur de la MEP. Et donc en utilisant un pseudonyme masculin, parce que ça a beaucoup d'avantages d'être un homme, mais plus que je n'imaginais. On nous parle bien, on nous respecte, c'est vraiment super. En tout cas, je ne voulais pas passer du temps en plus à gérer des conflits sur les blogs qui auraient été inévitables si j'avais été une femme. Donc comme ça résolvait le problème. J'ai jamais été attaquée. Une fois, il y a une femme qui a écrit excellent article. J'espère que c'est pas une femme qui l'a écrit. Donc voilà, j'ai eu que ça à gérer, je l'ai pas géré. J'ai juste mis en ligne et voilà. Donc c'est vrai que, alors j'ai fait ce blog que j'ai nourri au maximum de chiffres, d'articles, etc. Parce qu'il a fallu que j'apprenne à écrire aussi. Et puis en même temps, enfin peut-être à 2 semaines près. Il se trouve que j'ai eu l'occasion vraiment de rentrer en contact avec les activistes de la Barbe,
de me rendre compte qu'on avait la même démarche, qui était de compter et d'agir. Et donc, je suis rentrée à la barbe. Et la première action que je leur ai proposée, ils m'ont dit, bah vas-y. Donc là, c'était d'aller barber les 30 ans de la fondation. Est-ce que vous pouvez justement expliquer, peut-être pour les gens qui sont là, peut-être qu'ils ne connaissent pas tous la barbe, quelle est l'action? Ah oui, alors la barbe, c'est un collectif de femmes. Donc là, on est bien un peu en retrait, c'est-à-dire qu'on se met entre nous, il n'y a pas d'hommes parce que ça gère, ça serait d'autres complexités à gérer. Et on intervient dans des lieux de pouvoir avec des barbes, des pastiches, pour montrer l'invisibilité des femmes, qui est encore assez très conséquente. Mais il y a des choses qui bougent. Hein. Il y a des hommes qui commencent à dire que maintenant, ils ne seront plus dans des panels à 100% masculins. Enfin, ils le disent, mais on peut espérer que ça bouge. Donc voilà, on fait des actions comme ça, et vous avez certainement dû entendre parler de la barbe. Donc la barbe a montré la visibilité et comment mécaniquement aucune femme ne pouvait gagner une palme à Cannes. D'ailleurs, il n'y en a qu'une qui en a gagné, et encore on lui a fait partager avec un Chinois. Donc voilà, et donc moi, dès que je suis arrivée, j'ai fait à la Fondation Quartier pour l'art contemporain, ils fêtaient les 30 ans, ils ont envoyé un petit film que j'ai reçu, super bien fait. Il y avait 2 femmes qui ne parlaient pas, rien. Les autres, tous les hommes parlaient, enfin, et donc on a été les barbés, c'est une action comme ça. Donc voilà, ces 2 actions se sont beaucoup nourries l'une l'autre entre le blog et le... Donc les barbés, ça veut dire quoi exactement? C'est faire une action. Donc c'est aller là-bas, vous-même avec des fausses barbes. Ah voilà, et puis on fait des films, des photos, enfin on fait pas mal de choses aussi pour montrer ce qu'on fait. Mais du coup, j'ai basculé d'un coup dans un activisme forcené, puisque ça demande beaucoup de travail, tout ça. Et puis, mais aussi vu à quel point il y avait une demande d'hommes et de femmes pour avoir des chiffres, pour comprendre, il y a pas mal de gens qui ont beaucoup relayé le blog, et ça a été une bonne surprise. Il y a eu une prise de conscience, en tout cas dans le monde de la photographie. Alors moi, ça m'intéresse justement de parler de chiffres. Puisqu'on a eu donc ces expériences, on a eu quelques expériences en France d'expositions consacrées uniquement aux femmes et qui voulaient faire bouger les lignes. Donc on en a parlé un petit peu avant de venir ici au téléphone. Donc comment, par exemple, un accrochage de collection au Centre Pompidou qui s'intitulait Elle, essayer donc de montrer que on pouvait en effet avoir cette action positive peut-être en faveur des femmes et espérer que cette action positive ait des conséquences pour la suite et fasse bouger les consciences. Alors moi j'ai tendance à penser que les conséquences sont peut-être pas si positives que ça finalement. J'ai pris donc un article d'une historienne d'art américaine qui s'appelle Maura Reilly, donc une historienne d'art assez importante, et qui a sorti cet article sur Art News en mai de cette année, qui s'appelle Taking the Measure of Sexism, Facts, Figures and Fixes. Et donc elle explique, elle parle beaucoup du Centre Pompidou, donc il y a beaucoup de graphiques très intéressants dans cet article. Et elle explique par exemple que de toutes les expositions solo au Centre Pompidou depuis 2007, il y a seulement 16% de femmes. Bon, en 1980, c'était 1%, donc ça a quand même bien augmenté, mais quand même 16%, on est quand même très loin de la parité. Et elle dit, par exemple, que depuis ce geste d'affirmation de Elle, on est revenu à un accrochage dans les collections permanentes qui était le même, donc un même nombre de femmes dans les collections permanentes qui était celui d'avant Elle au Centre Pompidou. Donc on ne voit pas d'effet, on voit un effet d'annonce qui est très important au moment de Elle au Centre Pompidou, on voit un nombre d'œuvres qui sont acquises aussi, c'est-à-dire que le Centre Pompidou a mis des moyens extraordinaires, et ça on peut quand même en effet le saluer, pour acquérir un nombre d'œuvres d'artistes femmes qu'ils n'avaient pas. Et puis après Elle au Centre Pompidou, on voit que la situation finalement revient à peu près à la normale, alors enfin la normale, ce qui n'est pas normal, mais en tout cas à ce à quoi, aux chiffres auxquels on était habitué.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait des comparatifs internationaux et que quand elle parle, par exemple, du MoMA, au MoMA, donc elle dit que 7% des œuvres dans la collection permanente sont celles de femmes. Donc c'est encore plus faible qu'au Centre Pompidou. Donc il n'y a pas de vraiment... En tout cas, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que voilà, le monde anglo-saxon est formidable et parfait et qu'en France, je pense que en tout cas, les choses sont assez partagées de ce côté-là. Donc, partant de ces chiffres, je me demandais donc, si on pouvait se questionner sur cet instrument, en tout cas les différents instruments que vous avez évoqués comme un instrument de l'activisme pour les femmes, en faveur des femmes dans l'art, donc sur cet instrument de l'exposition ghetto, de l'exposition uniquement de femmes. Donc est-ce que l'une d'entre vous, particulièrement Marie, puisque vous avez encore le micro, est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? En tout cas, ce que j'ai appris très récemment, parce que j'étais à un débat au 104 il y a 2 semaines, il y avait des gens qui avaient participé à elle, qui étaient curatrices, artistes, etc. Et il y a eu effectivement des achats faits à des artistes femmes, mais des œuvres plus petites. C'est un des défauts. Les FRAC, par exemple, ils achètent moins aux femmes, c'est à peu près moins de 20%, le CNAP, etc. Mais en plus, c'est des œuvres plus petites. Et il y a un différentiel quand même entre 4 et 6 000 euros par commande, donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, donc elle, effectivement, ça a été ça. Donc on a acheté des œuvres plus petites qui, de toute façon, quand on les ressortira, elles tiendront pas en face des grandes œuvres qu'on achète aux hommes, donc on les mettra de côté. Enfin voilà, c'est compliqué. Je vois que Marie-Robert fait un peu l'amour. Non, j'étais en train de réfléchir nous, à ce qu'on faisait ou ce qu'on avait fait dans les années précédentes. Et on a fait l'acquisition d'œuvres de Julia Margaret Cameron, par exemple, qui est une merveilleuse photographe victorienne, très très connue en son temps, et dont les prix aujourd'hui en fait touchent des sommets. Et justement, elle était une des pionnières du gros plan et du grand format, par rapport à ça que je réalisais. Et on a eu très très envie de faire l'acquisition d'un album extraordinaire qu'elle avait réalisé donc, dans les années 1860. Un album qui est encore sur le marché et que le marchand américain nous propose. Il est constitué de 75 tirages extraordinaires, mais à un prix évidemment impossible pour nous aujourd'hui. Donc, si parmi vous d'ailleurs il y a des personnes susceptibles d'être intéressées. Pardon? Non, je disais, il y a surtout beaucoup d'autres femmes artistes à acheter que Julia Cameron. Aussi, c'est vrai. Non, mais parce que je réagissais. Voilà, le musée d'Orsay, et la période du musée d'Orsay, c'est le 19e siècle. Et je réagissais à ce que disait Marie sur la question des grands formats et sur la question des prix. Parce que c'est vrai qu'on a tendance aussi à penser que les œuvres des femmes artistes sont moins coûteuses et on investit moins aussi. C'est-à-dire que du coup, le rattrapage coûte très cher, puisque comme on les a pas achetées à un moment où elles coûtaient assez peu, évidemment, maintenant, quand on se dit « Ah mince, on n'a pas d'œuvre de Nancy Spero », Nancy Spero, ça coûte très cher. Donc il y a ça aussi qui se passe, en tout cas pour la partie contemporaine que je connais. Puis il y a des expos que d'hommes aussi. Non, moi je voulais revenir aussi sur un aspect quand même positif de l'exposition Elle, parce qu'effectivement je suis d'accord avec les critiques et surtout il faut dire aussi que la commissaire à la base elle veut faire une exposition féministe, donc elle avait un point de vue féministe et moi ça je trouve ça tout à fait justifié d'avoir un vrai point de vue nourri, critique avec un vrai positionnement, et puis on l'a empêché, donc elle s'est retrouvée à faire quelque chose qui n'était pas exactement ce qu'elle voulait faire. Donc effectivement il y a des salles, ça pour moi ça tenait pas la route parce qu'on se demandait ce que ça faisait là et qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et par contre, il y a effectivement des œuvres qui sont rentrées dans les collections. Il y a aussi des dons, parce qu'on ne dit pas, mais moi je sais que pour les artistes que je connais pour les années 70, en fait elles sont rentrées par dons, donc ça je trouve pas ça très normal non plus. On les achète pas, mais elles doivent faire des dons, on les a déjà jamais achetées avant, on les reconnaît pas, mais en plus elles doivent donner leurs travaux. Et donc elles donnent pas forcément les plus belles pièces. Non, si c'est quand même des pièces, si c'est des pièces qui, enfin, moi que je trouve clés quand même dans leur parcours, mais je trouve ça dommage que
qu'elles soient obligées de les donner. En même temps, le côté inverse, c'est que je me dis aujourd'hui elles y sont, donc on peut les prêter, elles sont conservées, alors qu'on sait très bien que la plupart des artistes, quand elles décèdent, s'il n'y a pas un suivi, si on ne les connaît pas, et bien tout ça, ça peut finir dans des poubelles. Donc évidemment, c'est plus intéressant qu'elles y soient quand même. Mais dans ces conditions-là, je me dis quand même qu'il y a une parité des fonds publics, là on peut agir, les fonds publics ça devrait être paritaire, il y a moyen d'avoir des actions positives, on ne peut pas forcément agir sur le privé, mais sur le public, logiquement, on devrait être vigilante et on devrait faire des actions encore peut-être plus fortes pour que les achats soient paritaires, parce que toutes ces artistes, on peut les acheter, on achète à des millions d'euros un Picasso pour compléter la collection. Avec ces millions d'euros, combien d'artistes femmes qui ont des cotes beaucoup plus basses peut-on acheter aujourd'hui, et en étant intelligente, en allant acheter justement, en utilisant les connaissances de personnes qui font des recherches, qui affleurent aujourd'hui, on peut les acheter pour pas très cher. Et on va acheter des belles œuvres et les conserver, les montrer et nourrir l'histoire de l'art. Donc ça, il me semble qu'il y a quand même l'exposition, elle avait légitimé quelque chose, et légitimé aussi parce que le public, il y avait énormément de public. La preuve, ils ont reconduit l'exposition sur des mois et des mois, ce qui n'était pas prévu du tout. Et ça, je crois que c'était très positif dans la démarche de connaître en fait et de voir ces œuvres. Et moi qui enseigne en école d'art, je veux dire que la visibilité que les expositions, même si on peut avoir des critiques sur ces expositions, la visibilité que ça donne et la légitimité que ça donne aux étudiantes qui sont majoritaires en école d'art, mais qui, dès la sortie des écoles d'art, ont des barrières qui tombent, et il y a tout un filtre très sexiste qui se passe, qui fait qu'on les retrouve quasiment plus quelques années plus tard dans les expositions, dans les achats, etc. Ça, je trouve que c'est très positif parce que le fait qu'elles voient les travaux, que ces travaux soient montrés, aussi au Musée d'Art Moderne, il y a eu une exposition Linder, une exposition Carole Rama, donc il y a effectivement des formes de rattrapage actuelles, mais qui sont importants parce que, il y a eu Sonia Delaunay, enfin, il y a eu quand même des grandes expositions qui me semblent nécessaires pour légitimer le fait que les artistes femmes existent, qu'elles ont des parcours intéressants dans tout champ, et que ça, c'est quand même, même si effectivement on devrait ne pas avoir à faire des expos uniquement de femmes, malgré tout, ça a un impact de légitimation et de transmission de savoir. Et peut-être juste un mot, pour terminer, on parlait également de chiffres. C'est vrai que pour les chiffres, puisque je ne sais pas si en fait tout le monde est bien informé, les femmes sont majoritaires dans les écoles d'art, donc il y a des artistes, et quand elles arrivent, quand elles sortent des écoles, il y a effectivement des artistes, il y a un vivier d'artistes quasi à égalité, je crois qu'il y a des chiffres qui ont été produits, c'est quasi 50% de vivier d'artistes, donc c'est pas qu'elles n'existent pas, mais après c'est tout un filtre, et là on retrouve tous les critères de valeur, etc., qui font que tout d'un coup, le fait d'être artiste femme, ça cache le travail et ça empêche effectivement d'exister. Et plus la pyramide augmente, plus elles disparaissent. Mais pour avoir un bémol positif dans ces chiffres, tout de même, quand on regarde, puisque moi j'avais fait des chiffres pour les années 70, ça allait de 0 à 5-10% pour les plus hauts niveaux de reconnaissance. Aujourd'hui, on a progressé, on est vers 25-30%. Donc, il faut aussi se dire que les actions qu'on mène, elles ne sont pas vaines, et qu'il y a quand même, les choses arrivent à bouger, même si on est toujours obligé de lutter, parce que le plafond de verre, il s'est bloqué là. Il s'est bloqué à 25-30%, mais quand on regarde ce qui se passait avant, il y a quand même une évolution, et donc il faut aussi se dire que les actions que chacune doit faire et continuer à faire dans son champ, elles ne sont pas non plus sans effet. Hein, il y a quand même, voilà, je trouve qu'il faut aussi être, comment dire, content de nous, positif, voilà, et voir aussi des effets positifs du travail auquel tout le monde contribue. Oui, je voulais juste dire une chose sur les chiffres. Le sous-titre du blog que j'ai créé s'appelle Art plastique et fonds publics. Parce que, en fait, en calculant et en faisant une moyenne, parce que j'ai vraiment fait l'édition qui est soutenue, les galeries, enfin, beaucoup de choses en photographie, j'ai vraiment couvert tout le champ. Et je regarde ce qu'a produit le collectif, enfin l'association HF, qui fait la même chose en fait pour la culture. Je les ai rencontrés après avoir commencé ça. Et on peut dire que l'État, les collectivités investissent en moyenne, la somme investie qui est importante, c'est plus de 85% sur des hommes. Donc en clair, l'État, les collectivités fabriquent des artistes hommes.
Parce qu'en photo, c'est pas juste un papier, un crayon, hein, ça coûte cher à faire des photos et à produire. Donc, si on finance des travaux d'hommes, eh ben, c'est normal que ce soit plus grand, plus beau, plus cher, etc. Ça, enfin, voilà, et je trouve que interpeller les responsables, il faut le faire, il ne faut pas arrêter de le faire. Justement, Fabienne parlait de l'enseignement et c'est vrai que les chiffres sont en effet assez clairs dans le rapport entre le nombre de femmes qui sortent des écoles d'art, qui sont diplômées d'écoles d'art. Après, être diplômé d'école d'art, ça ne veut pas dire qu'on est forcément artiste, mais en tout cas, un certain nombre ont envie de le devenir. Et les artistes qu'on retrouve aussi plus tard, à la fois sur le marché de l'art, dans les expositions, dans différents endroits où on voit de l'art contemporain. On discutait un petit peu tout à l'heure aussi de cette difficulté d'enseigner une histoire de l'art féministe à la fac. Alors peut-être c'est un peu plus facile dans les écoles d'art puisque moi il me semble que toutes les spécialistes, c'est plutôt des femmes que je connais, donc historiennes de l'art et critiques d'art féministes, enseignent plutôt en école d'art et pas tellement à la faculté. Donc, est-ce qu'on est aussi dans une situation où, à partir du moment où la situation n'est pas analysée dans l'université, n'est pas discutée dans l'université, on reproduit, enfin on a du mal à changer notre façon de voir l'histoire de l'art, à lui faire prendre un tour plus diversifié, à parler, à arrêter, à faire rentrer la question des identités sans les essentialiser, sans les durcir, et évidemment la question de la parité c'est une question importante, mais en même temps ça contribue à durcir ce qu'est une femme et un homme, alors qu'on voudrait tous et toutes, en tout cas toutes, ici en tout cas, peut-être sortir de ces questions si clairement identifiées de ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Voilà, donc comment on sort de cette situation, comment on fait en sorte que l'enseignement se queerise, je sais pas, après on introduit peut-être trop de complexité, mais en tout cas prennent en compte ces questions de genre, plutôt que de parler que d'hommes et de femmes. Alors ça c'est une vraie question, effectivement. Moi j'ai essayé de rentrer à l'université pour porter ces questions-là, puisque j'avais subi déjà le fait que ça n'était pas présent. Donc j'avais envie de pouvoir donner et encadrer des personnes. Simplement, c'est pas possible. On a refusé parce que le sujet, c'est jamais le bon sujet en fait. Et c'est toujours un problème en fait. On a l'impression qu'on est vraiment une espèce de sorcière totale à vouloir porter ce type de sujet à l'université. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les générations suivantes, elles se retrouvent dans les mêmes situations, c'est-à-dire qu'elles cherchent des directions parce que ça intéresse les personnes, ça intéresse toujours. Dans toutes les générations, il y a toute une série de personnes qui sont intéressées effectivement par les questions féministes, les questions de genre, les questions queer. Et donc, en fait, on bloque le fait de changer le savoir. En fait, il y a une espèce de... En même temps, il y a toujours des infiltrations qui se font un peu partout, par d'autres, effectivement par d'autres biais, c'est-à-dire pas dans l'histoire de l'art forcément directement, mais en allant s'inscrire dans d'autres champs, dans d'autres disciplines, et en revenant par des co-tutelles ou des choses comme ça, en revenant travailler l'histoire de l'art, où effectivement, comme c'est mon cas et c'est le cas de toute une série de personnes, on a porté ces questions-là, on a soutenu des thèses, on n'a pas pu rentrer à l'université, on se retrouve dans les écoles d'art où notre enseignement est beaucoup plus libre, beaucoup plus en lien aussi direct avec ce qui est en train de se travailler dans les sociétés. Donc, effectivement, on continue à œuvrer par des marges, d'une certaine manière, pour transformer cette histoire de l'art qui me semble encore effectivement assez rigide, mais qui est combattue aussi par les générations qui arrivent, parce que ça les intéresse toutes ces questions-là. Et donc, il faut bien que les profs répondent, et donc ils finissent par accepter quand même des sujets, et donc il y a des petites choses qui bougent, mais je pense que c'est véritablement en ayant des ouvertures et des postes qui soient octroyés à des personnes, et en histoire de l'art particulièrement, qui sont spécialistes de ces questions-là, qu'on formera des générations, et que les recherches se feront, et que grâce à ces recherches, justement,
on pourra nourrir des expositions, nourrir des publications, changer le regard, changer les représentations, et de fait arrêter aussi de penser que en termes de femmes, mais penser en termes de genre, penser en termes d'articulation de différents types d'identités, de domination, et que ça va prendre du temps en France parce qu'on a pris 30 ans de retard, quoi. Donc oui, il y a besoin d'être proactive aussi pour continuer à combattre, et il ne faut surtout pas que les jeunes générations non plus baissent les bras, il faut qu'elles fassent ce qu'elles ont à faire, et tous ensemble, et tout ensemble, on va essayer petit à petit, on fait bouger les choses, quoi. Alors moi j'avais juste une petite remarque justement sur le fait qu'on avait pris du retard, mais étonnamment, il y a des endroits où ce type de questions peuvent se poser, et en particulier à l'école des Louvres, qui est pourtant une institution extrêmement canonique et académique. Et paradoxalement, moi j'ai été chargée l'année dernière d'enseigner en cours organique, et j'ai proposé un cycle de 3 ans sur la femme et la photographie. Donc la première année était consacrée à la femme face à l'objectif, et la manière dont justement il pouvait y avoir des représentations construites socialement et souvent différentes selon le modèle. Et les années suivantes sont consacrées à la femme derrière l'objectif. Et dans ce cours, évidemment, j'introduis la problématique des études de genre, des études culturelles. Et c'est finalement, j'étais un peu anxieuse en fait au départ, d'abord par rapport à la direction et par rapport aussi au public. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était quelque chose qui était très, très bien reçu aussi par la direction. Évidemment par les étudiants qui sont très demandeurs de ce type de déconstruction, justement. Et voilà, c'est pour vous aussi apporter un élément positif et pour dire que tout n'est pas définitivement impossible. Je ne pense pas que tout soit définitivement impossible, mais je pense que c'est des questions aussi de lieu de pouvoir, parce Absolument. que l'université qui produit des gens, qui produisent des thèses, qui risquent de rentrer à l'université en tant que maître ou maîtresse de conférence et ensuite devenir prof et faire eux-mêmes suivre des sujets sur ces questions-là, je pense que ce n'est pas exactement les mêmes problématiques qu'à l'école du Louvre. Et donc peut-être les enjeux, ce que ça va produire au long cours ne sont pas exactement les enjeux sont différents, mais l'école du Louvre est censée produire des conservateurs et des conservatrices qui auront un discours sur l'histoire de l'art. Donc c'est quand même aussi, je pense, une piste intéressante. Mais ce que j'ai pu constater, effectivement, c'est qu'aussi sur ces questions de... Donc là, ça concerne évidemment la photographie, qui est un art mineur parmi les beaux-arts que sont la peinture ou la sculpture. Donc c'est vrai qu'aussi, dans ce domaine, c'est peut-être plus facile d'être un petit peu à la marge et périphérique. Mais ce que j'ai pu constater sur cet enseignement, c'est que la littérature existante, elle est anglo-saxonne, elle est allemande, mais elle est quasiment inexistante en français. C'est vrai qu'en France, on a 30 à 40 ans de retard sur ces problématiques-là. Et pour ça, je trouve que c'est justement le problème, quand je dis qu'il y a urgence, c'est qu'il y a urgence sur les périodes anciennes de fabriquer cette histoire, d'interroger les personnes, mais même sur l'histoire en train de se construire, tout ce qui est par exemple de la scène queer française, qu'est-ce qu'on en sait? Il y a aussi là déjà une déperdition, parce qu'on n'a pas toute cette énergie de toutes ces personnes qui sont dans les universités en train de chercher des sujets, qui ont la légitimité à le faire. On perd en fait notre histoire. Oui, c'est vrai que moi j'avais une fois proposé c'était à quelqu'un du ministère, c'est de trouver, dis-moi, mais qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Je lui dis, déjà, ne serait-ce que traduire ces textes, c'est-à-dire donner des subventions à la traduction de ces textes qui sont majeurs et importants, parce qu'en France on a un niveau avant qu'on arrive à un niveau d'anglais suffisant pour lire, on est encore parti pour 60 ans. Donc ça c'est quelque chose d'actif qu'on peut faire. Moi je suis sûre que une entreprise, traduire un bouquin, c'est quoi? C'est 12 000 €, c'est quelque chose comme ça. Oui, ça, éditer, machin, bon allez, mettons 15 000 €. Je suis sûre on peut trouver cet argent, on peut arriver à lever cet argent pour traduire des textes qui sont fondamentaux. Et après, ça fait voilà, ça c'est une forme aussi d'activisme, et je suis sûre que c'est possible à faire sans que ce soit trop compliqué, quoi.
Et en plus, enfin, moi c'est ce que j'ai fait pour l'anthologie La rébellion du deuxième sexe, c'est des traductions de textes anglo-américains, mais effectivement c'est tellement nécessaire parce que les personnes jeunes, même si la plupart lisent l'anglais quand même aujourd'hui, ce qu'elles me disent c'est que déjà c'est la réflexion qu'on apporte en faisant certaines traductions, on fait un choix dans un immense corpus, et donc effectivement ça va très vite, ça permet qu'elles aillent beaucoup plus vite en fait. Ben oui. Donc oui. Puis on peut le dire, mais dans tout ça, c'est pas super facile non plus à lire, donc c'est ce qui. Non, voilà, en général, c'est introduit, c'est des choix, c'est une organisation dans un livre. C'est cette pratique d'ailleurs de ce qu'on appelle en anglais les readers, donc ces espèces d'anthologies qui ont permis d'ailleurs à. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire d'études culturelles, c'est que en anglais, on appelle ça les French Studies, donc c'est une digestion par les readers, donc par ces anthologies qui ont été faites dans les années 80, disons, aux États-Unis, de la pensée de Foucault, de Deleuze, de tous les French philosophers, et qui en ont, donc ces readers ont apporté à ces étudiants américains une façon de voir le monde, donc qui était issue de cette déconstruction du post-structuralisme, et qui n'est pas revenu en France. Donc il y a eu une espèce d'aller simple vers le monde universitaire anglo-saxon qui met 20 ans à revenir en France, à tel point que, on l'a dit dans la dernière discussion ici, Judith Butler a sorti Troubles dans le genre aux États-Unis en 1990 et elle a été traduite, je crois, en 2006 en français, donc elle a mis plus de 15 ans à être traduite en français pour un texte qui a tout de suite été perçu comme un texte majeur d'apport à la pensée philosophique, puisque Judith Butler est philosophe. Donc on voit bien comment, en effet, ce manque dans l'université, c'est un manque dans la recherche, donc c'est un manque d'énergie, de passation des textes et de discussion autour de ces sujets. Et je crois que finalement, quand on parlait tout à l'heure de cette question de l'exposition ghetto, moi ce qui me semble aussi compliquer la formulation, notamment des critiques vis-à-vis de tout ça, parce qu'on peut dire, voilà, donc, pourquoi pas faire des expositions comme ça c'est important, mais ce qui est important aussi c'est de pouvoir les critiquer, et de pouvoir les critiquer avec le bagage intellectuel qui convient, donc pas seulement les accepter, mais aussi dire bon, ça c'est bien, qu'est-ce qu'on fait de mieux, qu'est-ce qu'on amène en plus là-dessus, et pour pouvoir faire ça, il faut avoir un environnement intellectuel qui permette de le faire, et qui permette non seulement de le formuler, mais aussi de l'écrire, et aussi de le publier, et aussi de le traduire en anglais, parce qu'on peut aussi faire ce retour. C'est-à-dire non seulement il faut pouvoir traduire en français la littérature qui nous vient du monde anglo-saxon, mais il faut aussi pouvoir traduire dans d'autres langues les productions françaises. Et donc je crois qu'en effet, toute cette discussion, elle est... ce qu'on touche du doigt, c'est la façon dont on doit, finalement, dans nos activités activistes dans l'art, essayer de créer ces réseaux intellectuels, enfin en tout cas continuer à contribuer par les différentes actions à créer ces réseaux de réflexion. Et on parlait aussi donc, tout à l'heure avec certaines d'entre vous de cette exposition par exemple donc, au McVal qui a concerné donc ça s'appelait Chercher le garçon et qui concernait uniquement des hommes artistes, puisque là on peut peut-être parler d'hommes artistes, puisque l'exposition affichait le fait qu'on ne montrait que des hommes, dans une perspective féministe. Et c'est vrai que moi quand j'ai lu le propos de l'exposition et que je l'ai vu, je me suis dit tiens, peut-être que on n'a pas, par rapport à cette exposition, de débat autour de ça, parce que finalement il y a, alors soit il n'y a pas assez de gens que ça intéresse finalement de débattre de ça, mais moi ça me paraissait être une exposition dont il était intéressant de débattre, parce que dire 100% d'hommes dans une perspective féministe, ça me paraissait pas si évident, et que faire une exposition de 100% d'hommes, ça me paraissait pas totalement révolutionnaire. Donc, je trouve intéressant que dans cette idée de séparatisme, le séparatisme étant la possibilité, à partir des années 70, disons, des femmes de se retrouver entre elles pour discuter sans que les hommes prennent part à la discussion,
en se disant, bon voilà, c'est plus facile de parler entre femmes quand il n'y a pas d'hommes. Donc ces questions de séparatisme, est-ce qu'elles s'appliquent de la même façon aux hommes? Est-ce qu'il n'y a pas un contresens dans le fait de vouloir ne mettre que des personnes qui, a priori, sont déjà privilégiées par le monde? Alors, moi, il me semble que l'exposition, et je ne suis pas la commissaire d'exposition, mais comme j'ai contribué pour un texte, j'ai aussi discuté avec le commissaire, avait un positionnement qui pouvait être intéressant dans le sens où c'était comment on va montrer qu'il n'y a pas une masculinité, mais qu'effectivement on montre qu'il y avait une centaine d'artistes, que des artistes hommes, mais qu'on montre la diversité des masculinités, la diversité des constructions masculines, et comment il y a des masculinités hégémoniques, des masculinités marginalisées, des masculinités dominées, etc. Donc toute une série de masculinités, et qu'à l'intérieur, ce qui m'intéressait, c'était toutes les positions d'artistes qui refusent d'être dans cette domination masculine traditionnelle et qui ont dévoyé en fait les représentations des masculinités classiques. Et ça, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y a eu toute une série d'expositions tout autour de la France, mais en France, il n'y avait jamais rien eu sur ces questions-là. Donc au Théâtre Tournai, il y a eu plein d'expositions depuis le milieu des années 90, donc ça faisait 10-15 ans qu'il existait toute une série de réflexions liées aussi aux Men Studies, aux Masculinity Studies qui existent dans les pays anglophones. Et en France, ça commence, mais c'est difficile. On a des traductions qui arrivent effectivement dans les petites maisons d'édition qui sont toujours un peu plus à la pointe sur ces questions-là. Donc, je trouvais qu'il y avait une réflexion à avoir aussi, même si effectivement, en tant que féministe, moi j'avais toutes les références que j'avais de déconstruction de masculinité au départ, c'était que des femmes artistes qui avaient déconstruit ces masculinités. Et je me disais, on aurait pu faire une exposition mixte, ça n'a pas été le choix. En même temps, voilà, il faut aussi prendre ce qui a été fait de ce côté-là, parce que c'est important que les hommes aussi remettent en cause les assignations de rôles, de genre, etc., de leur côté. Il y a eu une autre exposition où il y a eu 99% d'hommes, enfin, mais c'était pas clairement fiché, mais c'était qu'est-ce que la photographie? C'était à Pompidou en janvier. Et donc, voilà, il y avait une seule photographe. Et quand j'ai demandé, dans un autre contexte, quand j'ai demandé à la curatrice, une déco-curatrice, j'ai dit, mais vous auriez pas pu trouver 2 femmes? Elle me dit, eh ben non. Ou alors au début, ils en avaient 22 dans la première série. Et puis après, ils se sont dit, on va axer plus sur un aspect théorique de la photographie. Elle était super, hein, cette expo. Mais, et là, elle dit, elle était devant, il devait y avoir 50 chercheurs et chercheuses. Hein. Et elle dit, eh bien là, on s'est dit que les femmes n'aimaient pas la théorie. Tu peux, toi, on en a parlé. J'étais pas, mais... Oui. Et là, on prend plaisantant. En 2015, c'était au Jeu de Paume à Paris. Enfin, c'est hallucinant. Et donc, je lui ai envoyé toute une liste de photographes, d'artistes, qui sont des Françaises qui sont exposées à la Tate, au MoMA, etc. Visiblement pas en France. Et puis voilà. Et puis, toi, t'en connais des femmes qui aiment la théorie? Oui, alors justement, l'exposition montre dans une des salles consacrées aux autoportraits que les femmes ont évidemment contribué à l'écriture de l'histoire de la photographie, à la théorisation de cette histoire. La première personne à écrire une thèse en histoire de la photographie en 1937, c'est Gisèle Freund, par exemple. Et puis bon, elles sont nombreuses en fait, surtout dans l'entre-deux-guerres, au moment où il y a une commémoration de la naissance de la photographie. Évidemment, les femmes photographes sont nombreuses aussi à se poser et à réfléchir le médium, évidemment. Alors je crois qu'il faut qu'on arrête de discuter entre nous pour discuter avec vous, ça serait bien. Donc on va peut-être faire passer le micro s'il y a des questions dans le salle. Des questions? Bonsoir. Alors je suis américaine, donc je suis toujours intéressée par c'est culturel, cette idée qu'aux États-Unis on a les Women's Studies, Queer Studies, African American Studies. Et en France, je vous pose la question, il me semble qu'en France c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà il y a cette espèce de tout le monde est né égaux. Et donc, on ne peut pas parler de ces communautés, c'est contre-culturel. Est-ce qu'il y a d'autres explications ou quels sont vos sentiments sur
explications. C'est ça. Oui, je peux faire ça. Quel sexisme. Alors, moi, j'avais effectivement, mais ça m'avait intéressé de comparer ce que j'avais fait comme étude sur les années 70 à ce qui s'était passé aux États-Unis et aux différences aussi, pourquoi elles avaient mieux réussi, ces collectifs féministes américains avaient mieux réussi que les collectifs français. Et à l'intérieur de ça, effectivement, il y a toujours cette idée que aux États-Unis, les questions de communauté peuvent être plus valorisées, qu'en France, on a l'universalisme qui devrait englober tout le monde et qui, du coup, empêche aussi de penser la diversité et empêche de penser les discriminations, empêche notamment de trouver des chiffres pour les personnes de couleur, parce qu'effectivement, ça va discriminer, qu'on va peut-être s'en servir pour autre chose, et qu'en même temps, si on les a pas, on a du mal à comprendre là où il y a les rouages qui s'enrayent. Donc ça, c'est une réalité. Et puis, ce qui était apparu aussi, parce que c'est ce que François Cusset disait dans un de ses ouvrages que j'avais recyclé, parce que je trouvais que ça répondait aussi à cette question-là, c'était le fait qu'il y a une différence dans les universités, en fait, sont très liées à toute une série du côté marchand de production intellectuelle, de publication, de maisons d'édition aux États-Unis, que nous n'avons pas de la même manière en France. Et donc, il y a une volonté aussi d'être toujours très à la pointe sur des questions sociales. Et ça, il y a aussi tout un rouage économique qui va avec, des concurrences aussi entre universités. Alors, ça a des côtés positifs et négatifs, mais je pense que ça agit aussi sur cette espèce de remise à jour permanente et quasiment aussi, parfois, ça peut tomber du côté de la mode. On est toujours à chercher des nouveaux sujets et à publier beaucoup, à avoir toute une effervescence autour de nouvelles questions. Et ça, en France, ça passe différemment. On a un fonctionnement universitaire, un rapport à la publication, à l'édition, qui n'est pas du tout non plus, qui ne s'agence pas de la même manière. Donc il y a, je pense, toute une série de causes et de raisons au fait qu'effectivement, on ne réfléchit pas de la même manière à ces questions-là. Je veux bien ajouter quelque chose. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est très déceptif aussi dans la façon, dans la psychologie française, c'est le fait d'avoir comme phrase sur toutes les mairies, liberté, égalité, fraternité, fait qu'on croit que tout ça existe. Mais on ne le prend plus comme un idéal, on imagine que... Donc il y a toujours ce décalage en France entre le fait qu'on est toujours dans cette idée que l'égalité, mais on ne met pas en place vraiment les politiques nécessaires qui devraient nous amener à cette égalité. On part du principe qu'elle est déjà là, alors que c'est évident qu'elle n'est pas là. Mais c'est toute la singularité de ce qu'on peut appeler le républicanisme à la française, qui est une sorte de religion laïque, si on veut. Enfin, ça c'est ma position. Et puis je pense que, par exemple, quelqu'un comme le nouveau directeur des Beaux-Arts, Jean-Marc Bustamante, avec son passif, n'aurait jamais eu cette place dans un pays anglo-saxon. Jamais. Et bon, on va passer sur ce qui est très connu de lui, mais j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps. Oui, alors, dans une conversation assez célèbre que Jean-Marc Bustamante a eu avec Xavier Veillant, donc il est photographe, avec Xavier Veillant et Christine Massel, qui est une des curatrices de Pompidou, qui a fait Dionysos, où il n'y avait pas une seule femme. Dionysac, ouais, enfin, Dionys, quelque chose. Et ils ont une conversation entre eux sur l'art, etc., qui est absolument hallucinante, où lui dit que la femme a des territoires, elle trouve un territoire, elle y reste, l'homme veut tous les territoires, enfin bon, une espèce de délire qu'on trouve en ligne, vous pouvez le trouver sur mon blog. Et qui est imprimé surtout dans le catalogue. Et qui est imprimé dans le catalogue, tellement ils étaient contents d'eux. Mais j'ai retrouvé récemment un commentaire qu'avait fait Bustamante, c'était en 2005 sur France Culture, où il disait que les femmes ça allait bien, et c'était au moment de la Biennale de Venise. Et il dit, moi de toute façon, quand une œuvre est très forte, comme Marlène Dumas, je ne vois pas son sexe. Ce qui est une erreur majeure, parce que Marlène Dumas a écrit justement sur le fait de ce qu'est être femme et artiste, que c'est important dans sa démarche, mais lui, il ne le voit pas. Et cet homme est nommé directeur des Beaux-Arts. Je ne suis pas sûre que dans un pays anglo-saxon, ça se passe comme ça. Ça veut dire qu'il n'a même pas compris que l'artiste, l'art, c'est de la construction sociale, et donc forcément, on aborde des questions sexuelles, etc. Et lui, il doit avoir 70% d'étudiantes là en ce moment.
Je ne sais pas comment elle se débrouille, mais voilà. Et je voudrais ajouter, parce que cette exposition de Nisiac, effectivement, et le texte, quand ça a eu lieu, on avait fondé un groupe en fait, qui avait réagi, qui s'appelait les Harpies, parce que ça venait de Harpie. Dionysios était entouré de harpies, de femmes furieuses qui se battaient, qui faisaient plein de choses géniales, qui étaient complètement libres. Donc on avait fondé un groupe qui s'appelait les Harpies pour réagir justement et dénoncer non seulement le fait qu'il n'y avait pas de femmes, mais qu'en plus, effectivement, les propos tenus étaient particulièrement sexistes, et que c'était intenable, je crois que c'était en 2005, d'avoir ce type, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, c'était impossible d'avoir ce type de propos à cette date-là en France. Et ça a été imprimé. Donc ça, c'était, pour moi, je suis toujours parvenue qu'on ait osé, que personne n'ait, dans les grilles de lecture, été choqué par des propos qui puissent être tenus comme ça, parce que ça doit tout simplement pas être possible. Dans une structure publique, avec des fonds publics, on ne doit pas pouvoir publier ce genre de ramassis sexiste incroyable. Je rebondis sur ce que vous avez dit aussi en France, c'est que par principe la discrimination positive est interdite, contrairement aux États-Unis. Alors par exception, on a quelques lois sur la parité mais qui sont vraiment minimes et qui touchent surtout à la politique, donc sur les électeurs, etc. Mais par principe, la discrimination positive est interdite. Par principe, on n'a pas de quota en France, donc on ne sait pas non plus. On ne peut pas faire un constat de l'ampleur des inégalités, que ce soit envers les femmes, mais aussi raciales. Donc on ne peut pas faire ce constat. Et ça ne nous aide pas. En France, effectivement, il y a un vrai problème, je pense, de faire déjà un premier constat des inégalités qui existent. Et déjà, dès qu'on parle et dès qu'on soulève ce problème en disant il y a un problème d'inégalité, parlons-en, on a tout de suite une levée de bouclier. On ne l'accepte pas, que ce soit les hommes, mais parfois aussi, et très souvent les femmes, il y a déjà un vrai problème de le constat. Donc déjà, les actions à mettre en place derrière et toute la politique, tout ce qui doit être pensé, c'est très difficile parce que le constat, c'est un tabou énorme aujourd'hui et il faut déjà passer ce cap-là. Oui, d'ailleurs, vous parlez de discrimination positive, qui est la traduction française de affirmative action. Donc on voit bien comment on le traduit en français. Oui, discrimination positive, voilà, c'est quand même le mot le plus moche de la langue française. Est-ce qu'il y a encore des questions? Et donc les solutions. Parce qu'en fait, on a eu un peu... Je suis un petit peu déçue, je n'étais pas venue pour ce débat-là. C'est-à-dire que ce débat-là, je l'ai vu à la MEP la semaine dernière. Et moi, j'étais pas tout à fait pareil. Oui, tous ces chiffres et tout ça. D'ailleurs, il y a eu quelques erreurs. Dans les chiffres, le plafond de verre, il n'est pas à 30%, il est à 22% internationalement. Non, en fait, ça dépend qui compte. Moi, je compte moi-même. Donc, comme ça, je suis sûre de mes chiffres. Parce que, effectivement, on peut avoir des différences dans les comptages. La population féminine qui sort des écoles d'art est à 63% et pas à 50%. Non, ça, c'est pas dans les... C'est 64 dans les écoles d'art, mais 50% c'est sur le marché, en fait. Sur le marché, le marché global, artistique, et ça, c'est des chiffres donnés par Commun, justement. Vous voudriez dire qu'on est à 50-50 dans le marché de l'art? Non, pas dans, ça dépend à quel niveau. Mais dans le vivier artistique, c'est 50. D'accord, à la sortie des écoles d'art, donc après. Après la sortie. Oui. Okay. Mais bon, je trouve que c'est pas très grave parce que de toute façon, c'est des chiffres à 3 ou 4% près, c'est pas... Entre 20% et 30% sur la visibilité internationale dans le marché de l'art, c'est énorme pour ça. Moi, je parlais des biennales, de Documenta et du Compte ce qu'on passe, et je fais mes propres chiffres, donc je sais ce que je dis est réel. Par contre, quand vous parlez de solutions, moi je crois qu'ici on donne des solutions parce que je crois que les solutions, ce n'est pas des solutions qui tombent du ciel, c'est des solutions qu'on produit soi-même. Et moi, ça fait 20 ans que je travaille le sujet, donc les solutions, c'est qu'est-ce qu'on fait soi, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, dans son travail, dans son activité pour changer la donne, pour changer la donne pour les femmes, pour changer la donne pour les personnes de couleur, pour changer la donne pour les questions de sexualité, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait soi? Donc moi, je peux répondre, je suis enseignante, je fabrique une histoire de l'art différente, c'est un véritable travail au quotidien, je n'enseigne pas une histoire de l'art sexiste, j'essaye toujours de la transformer, j'enseigne pas une histoire de l'art où je parle pas de postcolonialisme, donc j'essaye d'intégrer toujours ces questions-là, et ça, c'est un travail tout le temps, parce que ça n'existe pas, il n'y a pas de modèle, donc c'est quelque chose qu'on crée par soi-même et qui passe aussi par tout ce qui nous habite, tout ce qui nous traverse, hein, aussi en réaction aux problématiques apportées par mes étudiantes et mes étudiants. Je suis critique d'art, je publie quasiment plus sur des femmes parce qu'elles sont
ont tellement besoin qu'on écrive sur elles qu'il y en a besoin. Je suis historienne de l'art, je produis un savoir que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place, etc. etc. Donc je pense qu'il y a nécessité, voilà, quand on est commissaire d'exposition, d'agir, quand on est artiste, d'agir, et je pense que la responsabilité, elle est partagée, c'est-à-dire qu'on ne pourra rien changer si tout le monde s'y met pas. C'est-à-dire que voilà, c'est des copartenariats, des co-responsabilités, et chacune, je pense, et chacun peut agir pour aussi dénoncer, faire des coalitions quand c'est possible, pour faire que les choses bougent. Oui, on a toutes des actions individuelles. Après, en tant qu'artiste et collective aussi. Je pense que le combat, c'est d'être toujours là. Hein, déjà. Après, moi, je pense, quand je parle des solutions, c'est que je pense à un pays comme la Suède, qui est le seul en Europe qui a imposé la parité, et c'est le seul pays où le système fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'en est plus des chiffres de 20% pour les cinéastes, les scénaristes, et en France, on ne veut pas en entendre parler. Pourquoi? Pour moi, c'est une grande question. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une action politique qui exige, par rapport au ministère de la Culture, d'imposer un quota pour arriver à 50-50, parce que les Gorillaz Girls, dans les années 82, elles avaient déjà sorti les chiffres de 2 à 5% de représentation des artistes femmes dans les collections des musées aux États-Unis. Bon, 40 ans plus tard, on est au même chiffre. Elles ont republié récemment, ça n'a pas augmenté, ou de 2-3%, à peine. Donc, je veux dire, en 50 ans, il n'y a pas eu une évolution. Donc, je veux dire, c'est très bien que le débat arrive en France un petit peu là ces temps-ci. Moi, j'en suis ravie parce que ça fait 30 ans que j'en souffre en tant que femme artiste et que je suis, on est à la première place pour connaître le problème, mais rien n'évolue. Donc, moi, finalement, je me dis, le vol de Suède, il est très bon. Et personne n'en est mécontent. Et tout se passe bien. Parce qu'il y a autant de talent chez les femmes que chez les hommes, mais on continue toujours à nous montrer 89% de boulot fait par les hommes. Alors, voilà, quand je parle de concret, c'est quoi? Est-ce qu'on va poser à la mairie de Paris, qui a tout cet argent public et donner au compte photo d'art, à la MEP? Moi, je veux bien, j'étais très choquée, par exemple, par le mea culpa de M. Jean-Luc Monterosso au départ de cette conférence, s'excusant finalement de sa naïveté, pendant 10 ans, d'avoir exposé 96% de photographes hommes. Mais je suis désolée, on n'a pas le droit d'être naïf et de ne pas connaître l'histoire de l'art quand on est directeur d'une institution artistique en France. Mais Scarlett, ils ne connaissaient pas les Gorillaz Girls, ils ne connaissaient pas les chiffres. Comment est-ce possible? Moi, je suis révoltée par ça. Eh bien, la révolte est un bon moteur, Scarlett, tu le sais bien. La révolte est un bon moteur, tu le sais. Non, mais je vois en ce moment à l'université, je vois de ce qui se passe. Je ne suis pas universitaire, mais je reçois des informations. Là, il y a des gens qui se mobilisent pour travailler sur les quotas, voir comment c'est possible d'agir, etc. Moi, je n'ai pas de religion là-dessus, mais je t'envoie l'info, tu y vas, tu te greffes avec eux, tu es suffisamment énervé pour faire avancer les choses. Je suis une artiste mais dans mon coin qui essaie... Mais regarde, qu'est-ce que j'étais de plus que toi, Scarlett? Non, mais tu sais très bien, notre lutte, c'est de continuer à créer. Scarlett, s'il te plaît. Au niveau politique, qu'il y ait des actions qui soient faites, qu'il y ait une réclamation. Mais c'est à nous, je pense qu'elles doivent venir faire. Plus des acteurs qui ont le pouvoir, c'est-à-dire des directeurs d'institutions, de tous ces gens-là qui doivent avoir cette prise de conscience. Ce qui est très bien que tout se fasse en ce moment, parce qu'il y a peut-être une prise de conscience des articles qui sont écrits, etc. Mais si ces gens-là, qui sont les acteurs de pouvoir, ne font pas eux cette réclamation, comment y arriver? En allant manifester Oui, en allant manifester. Mais oui. Regarde, avec les nanas de chez HF, avec la barbe, etc. Qu'est-ce qu'on a été? On a été 2 fois chez Bondy, là, comment il s'appelle, là, à l'Odéon. Parce qu'on va se retrouver que des gonzesses, comme chaque fois. Non. Oui, c'est 100% là. Il y a combien d'hommes? Scarlett, écoute. Je vais juste vous interrompre parce qu'on va pouvoir continuer le débat en fait, parce qu'on offre un petit verre à tout le monde. Et juste, on va peut-être parler tous ensemble et voilà, enlever la table et que ce soit. Mais moi, je vais rebondir sur ce que vous disiez, Fabienne. C'est aussi par l'éducation. Excusez-moi si on peut finir en écoutant Marie-Rosette. Non, sur la question des gens qui ont le pouvoir, c'est aussi grâce à des nouvelles générations que les choses ont évolué. Et c'est par l'éducation, en nos rôles d'éducateurs, de parents, d'enseignants, que les choses ont aussi évolué. Effectivement, votre mobilisation et votre énergie, mais il faut aussi croire que... Mais elles n'ont pas évolué.
Si, il y a des choses qui ont bougé, il y a des choses qui ont bougé. Tellement peu. Dans 50 ans, on aura augmenté de 3%, je veux dire. Ouais, ben regarde déjà. Tu as été voir cette exposition, c'est une réparation. Alors, eh ben fais des choses aussi. Au lieu de gueuler, fais des choses. Voilà, il faut le faire. Mais de 45 à maintenant, 60 ans d'histoire de la photographie, où est-ce qu'on va voir ça fait par il y avait une formidable exposition à Bruxelles, au Palais Beaujolais, extraordinaire, justement, qui faisait la suite, qui parlait de toute cette... Est-ce que la France va le faire? Peut-être, Amy. Parce que là c'est tome 1, tome 2, mais le tome 3 est extrêmement important. Est-ce que ça va se faire? Il a été fait à Bruxelles, à Vienne, si. Non, à Bruxelles, à Vienne, mais à Paris. Je vais couper les micros. Non, mais merci, en tout cas, merci beaucoup d'être intervenu ce soir. La prochaine conversation, c'est la semaine prochaine. Elle s'intitulera De l'image à la parole, dénoncer et construire. Et ce sera avec Pascale Boistard, madame, si vous voulez, qui est secrétaire d'État chargée des droits des femmes. Ah ben voilà, tu vois. Là, vous allez voilà, interpelle-la. Il faut interpeller les gens.